INT. Et M. Turner, sur ce, je vous donne la parole. Merci Ethan, bonjour à tous. Bienvenue à cette réunion de la Commission de la Défense et de la Sécurité. Alors, je ne suis pas aussi dévoué que mon collègue australien qui s'est levé au milieu de la nuit, mais ici, le jour vient juste de commencer. Alors, Ethan, j'ai l'impression que le son est assez haché, en fait, que je ne passe pas très bien. Oui, c'est effectivement le cas, Monsieur le Président. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez tous. Je vais essayer de ralentir le rythme. Je vais voir si cela va nous aider. Nous avons 3 thèmes à l'ordre du jour. Donc, le rapport posé par le défi par la modernisation militaire russe qui va nous être présenté par Cédric Perrin de la France aujourd'hui. La résolution sur conserver la dynamique d'investissement de défense chez les alliés après la pandémie. Ensuite, l'élection des membres du bureau. Comme hier, vous pouvez avoir accès aux documents via l'onglet documents sur Kudo. Vous y verrez la liste des amendements qui sont prévu concernant le rapport sur les investissements alliés. Comme vous savez, la date butoir pour soumettre des amendements était hier, donc j'espère que tous ceux qui souhaitaient envoyer des amendements ont pu le faire. Nous aurons un échange sur la modernisation militaire de la Russie. Nous avons évoqué le rapport dans un premier temps avec Cédric Perrin, bien entendu notre rapporteur qui va nous faire un exposé, et ensuite Richard Conley va intervenir pour nous donner des informations complémentaires concernant l'adoption de ce rapport. Donc sur ce, est-ce que Cédric peut demander la parole? Nous allons lui passer le micro et pour entendre son exposé. Alors, c'est une journée un peu brumeuse ici chez moi, mais a priori, j'espère que vous allez pouvoir passer. Cédric, à vous la parole. Vous m'entendez bien? Cedric, you have the floor. On vous entend très bien. Thank you. Mes chers collègues, mon cher Mike, Yes. je suis ravi de vous retrouver, même si malheureusement c'est à distance. J'espère que nous aurons la chance très prochainement, le plus vite possible en tout cas, de nous retrouver physiquement. Et en tout cas, je remercie Mike de s'être levé de bon matin pour nous retrouver, nous qui avons déjà passé une bonne partie de la journée ici en France. Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je présente ce projet révisé de rapport général à la Commission. Comme vous l'aurez remarqué, j'ai fait en sorte que cette nouvelle version tienne compte de nos échanges de septembre. J'ai également reproduit chaque fois que c'était possible les amendements qui m'ont été soumis par écrit par les délégations. Avec ces différents ajouts et modifications, nous disposons, je pense, d'un projet final abouti. Et je vous remercie tous pour vos contributions, toutes aussi pertinentes et judicieuses les unes que les autres. J'ai également apporté moi-même quelques changements à ce texte, notamment en y ajoutant plusieurs nouvelles sections. L'une d'entre elles est consacrée aux progrès réalisés par la Russie dans le domaine des systèmes de guerre électronique. Au cours de la dernière décennie, ce pays a investi massivement dans les technologies et plateformes de guerre électronique. On peut dire que grâce à ces efforts, les systèmes russes sont en mesure de rivaliser aujourd'hui avec les capacités alliées équivalentes et s'avèrent même supérieures à celles-ci dans certains cas. Les systèmes modernes de guerre électronique de la Russie ont joué un rôle décisif lors des opérations menées tant en Syrie qu'en Ukraine. Dans ces deux cas, un lien a également été fait avec l'Eurage de systèmes mondiaux de navigation par satellite et il apparaît que ces opérations ont eu plus largement un impact sur la sécurité civile et maritime. Nous avons par ailleurs développé la section consacrée à la conception russe de la guerre du futur en expliquant comment Moscou revisite aujourd'hui le rôle de la guerre hybride. Depuis quelques années, la Russie multiplie les recours aux tactiques hybrides. Citons parmi les cas récents les plus manifestes diverses opérations de désinformation ou de propagande, l'utilisation d'intermédiaires et des sociétés militaires privées, ou les assassinats ciblés, y compris à l'étranger, au moyen d'agents neurotoxiques de qualité militaire dont l'utilisation est bien évidemment interdite. Les entreprises militaires privées ont joué un rôle crucial dans les opérations menées par la Russie en Ukraine et en Syrie, mais elles sont également venues compliquer la situation dans des pays comme la Libye ou encore la République centrafricaine. Le rapport souligne que Moscou devrait intensifier le recours aux sociétés privées dans le futur, de manière à pouvoir intervenir indirectement en différents points chauds du globe.
Le rapport décrit l'évolution des priorités russes en matière d'acquisition de défense et les ambitieux programmes nationaux d'armement qui doivent lui permettre de renouveler les matériels des forces armées et de réformer le processus d'acquisition de ces derniers. L'approche de la Russie en la matière s'articule sur trois grands axes, à savoir une stratégie de rétention qui vise la transplantation des technologies modernes et de méthodes occidentales dans les structures héritées de l'ère soviétique. Une stratégie d'émulation consistant à recenser certains outils militaires américains et occidentaux en vue d'en reproduire les avantages et de les insérer dans le concept militaire russe. Et enfin, troisième point, une stratégie de disruption pour l'élaboration de moyens asymétriques capables de contrer les capacités que la Russie n'arrive pas à égaler. La Russie est largement parvenue à atteindre le seuil des 70% fixé dans le SAP 2020 pour la proportion des matériels modernes au sein des stocks des forces armées. En réalité, les forces nucléaires et stratégiques ainsi que les forces aérospatiales ont dépassé les objectifs fixés, tandis que les forces maritimes et terrestres ont pris du retard. Le SAP 2027, lui, est destiné à consolider les acquis au programme précédent, alors que le SAP 2020 attribuait des ressources considérables aux forces navales et aérospatiales. Celui de 2027 privilégie plutôt les forces terrestres russes, en particulier les forces d'élite affectées à la réaction rapide. Cela dit, l'impressionnante montée en puissance constatée au cours de la période couverte par le SAP 2020 s'est ralentie, et celui de 2027 marque le passage à une phase que l'on pourrait qualifier de maintien en puissance. Le rapport fait le point sur un certain nombre de facteurs qui sont venus ralentir ou limiter l'ambitieux programme russe de modernisation, en particulier les retombées des sanctions, la forte chute des recettes énergétiques due à une tendance baissière persistante sur le marché international du pétrole et la perte de l'Ukraine, partenaire de Moscou dans le domaine de l'industrie de défense. En fait, l'année 2020 a mis les projets de modernisation de la défense russe à rude épreuve. Alors qu'il est, la pandémie de Covid-19 pèse lourdement sur l'économie de la Russie, en raison certes du ralentissement économique généralisé, mais aussi et surtout du quasi-effondrement des marchés pétroliers survenu plus tôt dans l'année. Dans ce contexte, le ministère des Finances euh, a annoncé récemment des réductions de dépenses de la défense, liées à la défense, qui vont se répercuter sur les budgets globaux planifiés dans le cadre du SAP 2027. Les pressions économiques découlant de la pandémie du Covid-19 sont venues exacerber certaines tensions perceptibles au sein de la société civile. Un nombre croissant de Russes ont du mal à accepter de voir Moscou allouer une part croissante de la richesse nationale aux investissements de défense, plutôt qu'au secteur des soins, de santé, à l'éducation ou encore aux pensions de retraite. La multiplication des manifestations de mécontentement, de même qu'une baisse sensible des taux de popularité du président Poutine, ont entraîné l'été dernier une augmentation notable des montants destinés à compenser la baisse du niveau de vie et des revenus des ménages en Russie. La modernisation des forces russes ne se limite pas, loin de là, à investir dans de nouvelles plateformes. La Russie a également entrepris de vastes réformes structurelles, organisationnelles et conceptuelles. Celle-ci vise à modifier l'organisation des districts militaires, à revoir l'équilibre entre divisions et brigades, de manière à pouvoir gérer un éventail plus large de tâches, à introduire de nouveaux systèmes de commandement et de contrôle, à mettre sur pied des forces spéciales et de réaction rapide plus nombreuses et mieux équipées, à lancer un programme d'exercice stratégique et d'alerte à grande échelle destiné à renforcer l'état global de la préparation au combat, et enfin à pousser la professionnalisation des forces armées. La Russie s'est également investie dans un effort de défense pan-gouvernemental qui met tous les leviers du pouvoir national au service d'une conception de la menace selon laquelle elle-même et ses intérêts seraient de plus en plus mis en péril dans un monde hostile. Du coup, et vu sous l'angle de la posture militaire moderne telle que la conçoit la Russie, tous les moyens susceptibles de favoriser et défendre les intérêts nationaux seraient donc acceptables. De fait, la Russie a de plus en plus les moyens de perturber l'ordre mondial actuel et il ressort clairement des diverses déclarations des dirigeants russes qu'elle continuera de faire usage de cette puissance nouvellement acquise pour tenter de refaçonner le système international en fonction de ses propres intérêts. Et cela ne tient pas seulement à la modernisation relativement efficace de ses moyens militaires,
mais également à sa volonté politique d'atteindre un tel objectif. Les alliés doivent donc impérativement rester attentifs à la problématique russe, tant présente que future, et qui peut avoir pour conséquence de fragiliser les valeurs et les institutions qui nous sont chères. Nous devons renforcer nos capacités individuelles et collectives et ainsi relever et surmonter ce défi, mais aussi affronter d'autres enjeux. Cela implique qu'il nous faut maintenir, voire accroître nos investissements actuels dans nos propres institutions de défense, et c'est le sens de la résolution que je vous présenterai tout à l'heure. Et c'est en continuant d'investir dans les forces armées modernes que nous pourrons, en tant qu'alliés, rassembler au sein de l'OTAN, opposer un front uni et inébranlable, rester à la pointe en matière d'innovation de défense et accroître notre résilience individuelle et collective face à toute menace cherchant à nous fragiliser. Merci pour votre attention, pour cette courte introduction à ce projet de rapport général de notre commission. Je suis à présent impatient d'entendre notre expert invité à s'exprimer sur la modernisation des forces armées et à nous livrer sa position sur cette question à la fois vaste et complexe, ainsi que sur le défi qui en résulte pour les alliés. Je souhaite également remercier évidemment chaleureusement Ethan Corbin qui a été, comme d'habitude, d'un professionnalisme et d'un dynamisme à toute épreuve et qui m'a évidemment largement épaulé sur ce dossier. Merci à toi Ethan et merci aussi à Lise Ménager pour la partie française. Voilà, merci à vous. Merci Cédric, merci pour votre rapport et l'importance de ce sujet. Maintenant, j'en viens donc à notre invité qui va nous parler des défis posés par la militarisation militaire de la Russie. Il est directeur du centre Russian Eastern European Eurasian Studies et chercheur associé à la Russie, spécialiste de l'économie russe. Il a écrit 2 livres sur la question et son dernier livre doit sortir en 2021. Et il a travaillé comme consultant dans beaucoup d'organisations, ministères et des organisations militaires au Royaume-Uni et à l'étranger auprès de l'OTAN, l'OSCE et le secteur privé. Pour la présentation d'aujourd'hui, le son est malheureusement coupé en provenance des États-Unis. Il y a une rupture de son. Le son est très intermittent. Nous ne pouvons malheureusement pas relayer les propos du président. Non, visiblement, nous avons un problème technique avec l'Ohio. Alors, je vais saisir cette occasion de demander au monsieur Connolly de demander la parole et je l'espère, notre président pourra revenir à l'écran, sinon nous allons poursuivre nos travaux. Monsieur Turner, visiblement, nous vous avons perdu en route. Donc, nous allons passer directement à la présentation de Richard Connolly. Et je devrais donc à ce stade disparaître de l'écran. Richard, êtes-vous là? And secondly, for inviting me to make some brief comments on what, if I may say so, was an excellent report on the subject of Russian military modernization. Now, I have been asked to speak for about 15 minutes, so I'm going to make just a few what I think are the most important, from my perspective, points about the nature of Russian military modernization. Some of these points. Nous avons retrouvé Richard Connolly, nous reprenons en route, donc il va évoquer les perspectives pour la modernisation militaire russe. Alors en tant qu'économiste, je ne suis pas compétent par les aspects politiques de la modernisation militaire russe, mais certains ont été brillamment couverts par l'intervenant précédent et ont été évoqués en détail dans le rapport. Donc je vais me concentrer sur les aspects économiques qui se relèvent de mon domaine de compétences. Prochaine diapositive. Donc au cours des 15 prochaines minutes, prochaine diapositive s'il vous plaît.
Alors, tout d'abord, je vais mettre en exergue les principaux points, à savoir l'importance de mesurer les dépenses de défense russes de façon juste, précise, et cela va avoir un impact sur les conclusions et les décisions politiques qui en seront tirées. Et il faut utiliser les bons barèmes pour mesurer les dépenses de défense russes. Ensuite, je vais identifier les domaines de force et de faiblesse dans cette modernisation militaire russe au cours des dernières années et souligner les différents décalages qui peuvent exister. Ensuite, je parlerai des perspectives de modernisation militaire russe à l'avenir et en regardant les budgets consacrés à la recherche et au développement par la Russie et comment cet argent dépensé dans R&D va avoir un impact dans les nouveaux systèmes d'armement au cours de la prochaine décennie. Et ensuite, je terminerai par en parler des capacités non militaires qui sont liées à la capacité russe et qui peuvent être utilisées en conjonction de façon distincte ou séparée des puissances militaires. Et nous évoquerons enfin les conséquences pour l'OTAN. Donc, le premier point que je souhaite soulever et que nous devons faire très attention quand nous évaluons les dépenses de défense russes. Généralement, le baromètre utilisé notamment par le CIPRI à Stockholm et le WISS à Londres et la plupart des médias, donc la plupart de ces rapports, quand on parle des dépenses militaires russes ou les dépenses chinoises ou iraniennes, se concentraient pour traduire cela en valeur dollar. Et cela utilise les taux de change actuels sur les marchés. Si nous utilisons les taux de change actuels des marchés au cours des 20 dernières années, quand nous regardons la Russie, nous avons pu constater que son niveau de dépenses militaires a fluctué entre 30 milliards de dollars en 2005 à un sommet en 2015 à avec un peu moins de 70 milliards de dollars. Cela est une somme consécutive qui mettra la Russie parmi les 10 premiers pays dans le monde. Mais si nous prenons l'année la plus récente, 2019, et cela met à peu près au même niveau que le Royaume-Uni et la France en termes de montant, mais très loin derrière les États-Unis, la Chine, et cela ferait de la Russie, ferait que la Russie ferait partie de ce deuxième groupe de pays en matière de dépenses de dépenses. Ce que je signale également dans mes écrits, c'est qu'il ne s'agit pas du bon baromètre à utiliser. Il ne s'agit pas des taux de change du marché à utiliser pour mesurer cette activité. Si nous regardons la taille de l'économie russe, le niveau de vie dans ces pays, et si nous regardons l'acquisition de biens et de services dans des pays où, surtout ces pays où ces services dépendent beaucoup d'une production interne, alors que contrairement à d'autres pays comme l'Arabie Saoudite, qui importent ces infrastructures militaires, à ce moment-là, le bon paramètre, c'est le paramètre, la référence PPA, parité pouvoir d'achat. Et ce que je veux dire ici, c'est que lorsque le gouvernement russe prend des décisions pour fournir des moyens à des objectifs militaires, il achète des biens et des services, des équipements fournis, euh, qu'il s'agisse dans le domaine de logistique ou des expertises. euh, Elle n'utilise pas, pour y parvenir, elle fait cela sans avoir recours au dollar américain et utilise ses propres ressources en interne. Donc, ce que je veux dire, c'est que il s'agit là du meilleur baromètre, le baromètre PPA, pour bien mesurer l'importance des dépenses russes. Et j'ai essayé d'évaluer les changements de coûts en ce qui concerne les dépenses, les salaires par exemple, et aussi les salaires de ceux qui travaillent dans le secteur de la défense. Et là, vous voyez un résultat différent. On peut casser qu'au cours des dernières années, les dépenses de la défense russe ont évolué entre 160 et 120 milliards de dollars, qui est beaucoup plus importante que le critère, que les chiffres précédents si on utilise uniquement le critère lié au taux de change du marché. Et cela explique pourquoi la Russie a réussi à
réussi à acquérir tant d'équipements, renforcer ses effectifs, avoir recours à des forces militaires, et pourquoi la Russie peut mener des opérations militaires qu'elle a pu mener en Ukraine, en Syrie et ailleurs. And helps us Et cela nous permet d'expliquer ce que fait la Chine dans ce domaine. Alors, quand on utilise les taux de change, même quand les dépenses russes augmentent, vous le voyez en rouge ici, en 2015-2016, eh bien, les taux de change, eux, ont suggéré que ça baissait. Alors, cela, bien sûr, était dû à la valeur du rouble par rapport au dollar. Donc, la Russie dépensait beaucoup en 2014, 2015, 2016, mais les taux de change donnait l'impression que les dépenses en matière de défense baissaient et c'est pour ça que je dis que les taux de change ne sont pas le bon instrument de mesure. Alors la plupart des efforts de modernisation ont eu lieu grâce à des augmentations de dépenses depuis 2010. Alors on peut, vous voyez, plusieurs axes, plusieurs méthodes, mais on voit qu'entre 2010 et 2016, ça a beaucoup augmenté et ensuite, ça s'est un petit peu stabilisé. Donc, sur le plan financier, tout s'est passé avant 2016. Avant cela, le fardeau alloué à la défense en Russie a baissé. Et donc maintenant, ça a repris des taux historiques comme on les a vus depuis 20 ans. Donc si c'était peut-être en 2016 que des mesures étaient mises en place, on disait que la Russie dépensait 5% du PIB, mais ça n'est plus le cas aujourd'hui. C'est cliché suivant. Alors, ce qui est important, un aspect très important, c'est l'importance des acquisitions. On le voit ici, avant le programme de modernisation de 2012, les acquisitions représentaient un quart des dépenses militaires russes. Mais à partir de 2015-2016, alors là, c'était la moitié et ça a baissé depuis. C'est là que le gros des dépenses sur les biens d'équipement ont eu lieu et on voit que cela a baissé depuis. Et d'ailleurs, sur les acquisitions militaires par rapport à l'OTAN où les acquisitions représentent environ un cinquième généralement des dépenses. Donc c'est un contraste. Donc la Russie dépense plus que ce qu'on pourrait imaginer. Et je crois qu'ils vont continuer à avoir assez d'argent pour maintenir en puissance cette progression par rapport aux États-Unis, à l'OTAN. Quand on regarde maintenant les domaines de faiblesse et de force, alors je vais d'abord parler des chasseurs, des avions de combat. Donc, on voit qu'il y a eu des livraisons de 500 avions de combat. C'est plus que les États-Unis et que la Chine au cours de la même période. C'est très impressionnant. Ils ont réalisé leurs objectifs, mais donc ils ont eu des livraisons d'aéronefs et cela a permis de mettre à hauteur la flotte d'avions de combat. Mais la différence, c'est que la plupart la différence, ce sont des avions de 4 à 5e génération, 4e génération plutôt. Ils n'ont pas réussi à passer dans la 5e génération. Et donc, ce sont des efforts individuels, ce ne sont pas des efforts en série. Donc donc ils ont échoué, même si ils ont ces nombreuses livraisons d'avions de combat. Un autre domaine où la Russie a bien réussi, ce sont les missiles balistiques. Depuis 2010, la Russie a eu des livraisons de plus de 300 missiles. C'est beaucoup plus que la Chine, c'est plus que les États-Unis. Bon, les États-Unis ont commencé sur une autre base, une base beaucoup plus moderne.
Mais la Russie maintenant a la force de missile la plus moderne dans le monde, notamment au niveau terrestre. Donc la Russie a bien réussi dans ce domaine-là, la défense aérienne également, les S-400 notamment, et ils ont des hélicoptères également de défense aérienne. Et peut-être ce qui est moins réussi, ce sont les grandes plateformes navales. Donc ils ont des corvettes, des frégates, mais ils n'ont pas été en mesure de produire des vaisseaux de plus grande taille bon, et ils n'ont pas non plus pu produire assez de sous-marins nucléaires comme ils l'auraient souhaité. Et donc, et les chars aussi, les T-40 là, ils n'ont pas encore commencé la production en série. Donc ils ont eu des livraisons certes, mais ce sont des versions, mises à hauteur, des T-72. Bon, ce sont des chars tout à fait valables, et ils en ont eu, 1 500. Donc ça va améliorer leur capacité, mais encore une fois, c'est un type de char différent de ceux qu'ils auraient aimé construire au début de la modernisation. Maintenant, l'avenir. Quelles sont les possibilités pour la Russie de produire un grand nombre de systèmes d'armes, c'est-à-dire des nouveaux sous-marins de nouvelle génération, des drones, des sous-marins, etc. Alors, regardons les dépenses en matière de recherche et développement. Si on compare les États-Unis et la Russie, alors si on mesure avec le PPA, on voit deux choses différentes. Si on regarde la recherche et le développement pour toute l'économie civile et militaire, les Russes sont dans une position de nain par rapport aux États-Unis. Parce que il y a aussi à voir qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de recherches dans le domaine privé. Mais quand on regarde ce qui est consacré par le gouvernement en Russie à la recherche et développement militaire, on doit le faire, on voit que la Russie investit la moitié de ce que la Russie dépense pour cette recherche et développement militaire. Donc, c'est-à-dire que dans les années à venir, on peut se dire que la Russie va faire des progrès, va être en mesure de développer de nouveaux systèmes d'armes. C'est-à-dire que ça va permettre à la Russie de surmonter ces obstacles économiques et va pouvoir mettre en service de nouvelles plateformes. Ça ne veut pas dire pour autant que la Russie va réussir à faire ça au même rythme que les États-Unis et les pays de l'OTAN. La Russie est bonne pour développer ces nouveaux systèmes, par exemple dans le domaine asymétrique, mais la base industrielle russe est moins agile, n'est pas aussi bonne en termes de production en série. Et je crois que c'est là la faiblesse de l'industrie russe militaire. Ils peuvent développer des prototypes, inventer de nouveaux systèmes, mais quand il s'agit de les produire en série, eh bien c'est là que les forces armées russes réussissent beaucoup mieux qu'au cours de la décennie. Alors, je parlais tout à l'heure des missiles intercontinentaux. Là, la Russie fait ça depuis longtemps, mais quand il s'agit d'avoir les machines-outils pour produire en série ces nouveaux systèmes, eh bien là, c'est là que le bât blesse pour la Russie. Alors maintenant, dernier point, la Russie a d'autres capacités économiques qui lui permettent de se projeter à l'étranger avec ou séparément de sa capacité militaire. Sur cette carte, vous voyez là où la Russie est un fournisseur essentiel, donc gaz,
et le blé et l'armement. Et là où c'est en rouge foncé, eh bien, ce sont là où la Russie est un fournisseur clé. Et donc, au cours de la dernière décennie, on voit que la Russie a accru son influence en Afrique du Nord, en Asie du Sud-Est, et même a pénétré des marchés en Amérique centrale et en Amérique du Sud et dans l'Afrique subsaharienne. Donc la Russie œuvre dans la zone grise, si vous voulez. Ils n'ont pas besoin de projeter des capacités militaires, mais la Russie peut utiliser d'autres instruments économiques et engranger des résultats d'influence géopolitique très importants. Ce sont des choses importantes dans le cadre de la politique étrangère russe. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour l'OTAN? Tout d'abord, je crois qu'il faut éviter d'être complaisant dans notre analyse de la capacité de la Russie à rester en concurrence avec les grandes puissances. Alors, on parle des faiblesses économiques de la Russie, mais au cours des 30 dernières années, même quand la Russie s'est trouvée dans une situation difficile économique, ils n'ont jamais dépensé moins de 3,5% du PIB dans la défense. Alors aujourd'hui, les forces armées sont modernisées et la Russie n'a plus besoin de dépenser autant. Donc, on le voit dans ce qui va être consacré à la recherche et le développement. Ils vont pouvoir développer. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire à l'OTAN? Et donc, il faut qu'on se concentre sur le défi que pose la Russie, voir là où la Russie est forte. Il faut qu'on reconnaisse les domaines où la Russie est forte, tout en étant bien consciente de ses faiblesses. Donc, il faut une évaluation équilibrée. Et donc, bon, c'est vrai que ils ont des côtés où ils boitent un peu, mais ils ont quand même une doctrine opérationnelle qui est bonne. Et bon, c'est vrai qu'ils ont aussi des lacunes au niveau naval par rapport au niveau terrestre. Alors, donc, il faut voir comment nos capacités à nous doivent être mises en adéquation avec celles de la Russie. Donc, je crois qu'il ne faut pas ignorer les instruments non militaires, pas seulement la guerre hybride. Bon, c'est vrai, il faut utiliser tous les instruments à disposition. On parle beaucoup de guerre hybride, mais tous les jours, il y a aussi des liens économiques qui se créent tous les jours. Des hommes d'affaires russes essaient d'augmenter leur influence. Donc, nous aussi, on doit utiliser nos pouvoirs de levier nationaux pour entrer en concurrence avec la Russie dans la région de l'OTAN, mais également de par le monde. Je vais m'arrêter là et je serai très content de répondre à vos questions éventuelles pendant le débat. Ah voilà, merci Dr Connolly pour cet excellent exposé. Je crois que c'est quelque chose qui nous réveille quant à ce qu'on doit faire. Bon, c'est vrai que la Russie a fait beaucoup d'efforts pour moderniser et cela devrait nous inviter à aussi revoir notre modernisation. Alors tout à l'heure, on avait euh, perdu la connexion. C'est le week-end, la bande passante est parfois un petit peu difficile. Mais s'il y a encore des problèmes, on avisera. Cédric va peut-être
pouvoir intervenir à nouveau. Et puis, je suis sûre qu'il y aura des questions des autres participants. C'est Ethan qui va animer le débat. On va voir qui a demandé la parole. Alors, on va d'abord donner la parole à la délégation géorgienne. Donc, Iralki Beraya de la Géorgie. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour à tous. Je voudrais remercier le rapporteur et notre intervenant. Très bon document, très bon exposé. Et j'ai une question au rapporteur, Monsieur Perrin. D'abord, je voudrais le remercier et le féliciter pour avoir produit un excellent rapport sur la modernisation des forces russes. C'est un excellent document qui décrit les défis émanant de la Russie et qui donne bien une idée de l'ampleur du défi. Nous avons proposé à la délégation géorgienne quelques amendements qui rendraient ce document encore meilleur et feraient apparaître certains détails. Au paragraphe 4, on parle du début de la modernisation en 2008, mais je crois qu'il faudrait être plus précis et dire que c'est à la suite de l'agression contre la Géorgie et à la déclaration de ces deux régions, de sécession de ces deux régions de Géorgie. Donc, je crois que si on disait que cette modernisation a commencé après cela, ce serait plus précis. Deuxième proposition, le paragraphe 4 également, qui parle d'une politique étrangère plus agressive de la Russie, notamment on parle de la Syrie et de l'Ukraine, mais il faudrait aussi parler de l'occupation des deux régions géorgiennes parce que ça a précédé les déploiements russes en Syrie. Where we also propose to include. Et puis, il y a aussi les déploiements en Moldavie et qui est dans les régions de Géorgie qui ont posé une menace plus importante et plus vaste. Donc voilà, nous voudrions, dans la mesure du possible, que ces changements soient apportés au document. Mais encore merci à Monsieur Perrin, c'est un excellent document. Ces rapports, de toute façon, sont diffusés, et peuvent donner lieu à des amendements pendant un certain temps. Pour l'instant, ça n'est qu'un projet et donc s'il y a des propositions, nous, les entendons. Monsieur Perrin? Monsieur Perrin, voulez-vous répondre? J'ai entendu ce qu'a dit le président Turner à l'instant, mais moi, c'est vrai qu'il y a moi, il y a quelques amendements qui nous ont été adressés après le délai limite du dépôt. Et donc, notre Assemblée est dotée d'un certain nombre de règles qui nous imposent que, passé les délais limites, seul le rapporteur peut apporter certaines modifications. Donc, avec l'accord du président, je crois pouvoir vous donner en grande partie satisfaction sans contrevenir, bien sûr, au règlement. Donc, pour la délégation géorgienne, les amendements que vous avez adressés sont identiques ou très proches de ceux que vous nous aviez présentés au printemps dernier, même si il serait plus juste de dire lors de la session en ligne du printemps qui s'est tenue en septembre. Mais on a pu en discuter et comme je vous l'ai indiqué, j'ai repris leur esprit dans la version du rapport qui vous est aujourd'hui soumise. Donc vous retrouverez par exemple en note page 5 ce texte issu de nos échanges précédents qui dit donc l'agression militaire de grande envergure de la Russie contre la Géorgie en 2008 et l'occupation de deux régions géorgiennes ont clairement démontré que la Russie adopte une position agressive dans sa politique étrangère et tente de redessiner avec force les frontières en Europe, ce qu'elle a ensuite poursuivi les années suivantes.
Il me semble donc que nous pourrons considérer ensemble que vos demandes ont été satisfaites, si ça vous convient. J'ai plus de, j'ai plus de réseau, donc je ne sais pas si, enfin, je ne vois plus personne, je ne sais pas si on m'entend. Thank you, Ethan. And would you like to go to our next questioner? I would. Ethan, voulez-vous passer à la suite? Oui, s'il vous plaît. Et Richard Connolly, si vous m'entendez, je vais vous demander de redemander la parole pour qu'on vous réadmette. Ensuite, Nico Falcoi de la Roumanie. J'espère que vous m'entendez et que vous me voyez. Très bien. Bonjour à tous et à toutes. En fait, je n'ai pas autant une question que quelques commentaires. Comme tout autre citoyen de l'Europe de l'Est, tous les sujets liés à la Fédération russe m'intéressent, et notamment tout ce qui est lié à ses capacités militaires. J'aimerais tout d'abord remercier le docteur Richard Connolly pour cet excellent exposé, et merci aussi à notre collègue Cédric Perrin d'avoir été l'auteur de ce rapport détaillé consacré à la Fédération russe. Nous avons tous besoin de rapports de ce genre qui sont consacrés à la modernisation des capacités militaires russes afin de bien comprendre l'orientation et le profil stratégique futur de cet acteur majeur sur la scène internationale. Il est très bien structuré, articulé et souligne tous les points importants pour évaluer le potentiel militaire de ce pays. Et c'est à nous ensuite d'en tirer les conclusions, de voir comment nous les évaluons. Et concernant la position stratégique de la Russie face à la stratégie de dissuasion et de défense de l'OTAN sur le flanc oriental. J'estime que le défi présenté par la modernisation des capacités militaires russes doit également être pris en compte au niveau régional, notamment sur le flanc nord et dans la région de la mer Noire. C'est précisément là que l'OTAN doit afficher sa puissance et avoir une approche unifiée et équilibrée sur l'ensemble du flanc oriental de l'Alliance. J'aimerais également souligner l'importance d'un autre sujet évoqué dans ce rapport, qui pourrait également nous aider dans un débat concernant la position de l'OTAN face à la Fédération de Russie. L'importance des exercices militaires est abordée très solidement dans le chapitre sur la stratégie militaire de la Russie dans le rapport, et je pense que c'est potentiellement un sujet pour de nouvelles recommandations pour l'Alliance. Pour les travaux à venir, j'estime qu'il faudra poursuivre l'évaluation de la stratégie militaire de la Fédération de Russie dans un nouveau contexte international. Et par ailleurs, encore une fois, je salue le rapport qui est un excellent point de départ pour un débat parlementaire et nous permet de bien atteindre l'objectif que nous avons fixé. Merci. Merci beaucoup, Ethan. Il y a plusieurs demandes de parole. On peut peut-être donner la parole aux deux prochains à tour de rôle. Oui, bien sûr. Les deux prochains intervenants seront les deux du Royaume-Uni, le colonel Bob Stewart et le très honorable Alex Shelbrook. Bonjour à tous et à toutes. Merci infiniment. Le micro du colonel Stewart est coupé et est de retour. Merci beaucoup pour votre exposé, pour un très utile exposé et rapport. J'aimerais évoquer comme proposition de regarder les choses d'un autre angle. Cédric, j'aimerais vous demander en particulier comment est-ce que les Russes voient la puissance de l'OTAN? Ils sont clairement en train de mener à bien des modernisations et de moderniser en suivant une stratégie. Mais cette modernisation est face à l'OTAN. Par exemple, les Russes ont l'avantage significatif d'une homogénéité, disons. Ils peuvent prendre une décision et tout le monde suivra cette décision. Nous avons l'inconvénient d'avoir une trentaine d'États au sein de notre alliance. Et donc, ils ont comme avantage majeur, encore une fois, d'avoir une doctrine qui soit solide à travers toute l'échelle, ce qui n'est pas notre cas. Il nous faudra beaucoup de temps pour prendre une décision. J'ai, à un moment, été au siège de l'OTAN et responsable de la politique du SHAPE. Et j'ai toujours estimé que la rapidité, enfin la vitesse de prise de décision de l'OTAN ressemblait beaucoup à un escargot qui essayait de mener une frappe. Donc, les choses ont un peu évolué, mais
ma question, notamment pour vous, Cédric, ayant aussi été à un moment moi-même un agent du renseignement et ayant dû évaluer les Russes, et l'Union soviétique à l'époque plutôt. Donc la question est comment est-ce que les Russes voient l'OTAN? Quelles sont les faiblesses de l'OTAN aux yeux des Russes? Puisque je pense que cela se traduit ensuite par l'organisation des forces russes. Et donc concrètement, de votre point de vue, Cédric, et étant donné votre expertise, que pensent les Russes de l'OTAN en tant qu'alliance efficace? Merci. Merci. Alex Shelbrook. S'il vous plaît, merci. Okay, can you hear me? Très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Merci beaucoup, Ethan. Le colonel Stewart et moi sommes un peu une bande de deux parce que ma question reprend un peu là où a terminé Bob. Donc, vous avez dit que, Richard Connolly, que la Russie est forte autant sur terre que sur mer. Est-ce que c'est un commentaire relatif quand on prend en compte les missiles balistiques terrestres, mais qu'il ne faut pas sous-estimer leur puissance maritime? Dans le rapport, par exemple, l'un des sous-marins de classe SE a été complété en 2017, mais il y en a 6 qui sont encore en cours de construction et que cela est lié à la situation économique. Est-ce que vous avez une idée de la capacité des Russes à réellement avancer et aboutir ce chantier? Par ailleurs, cela mène à la question de la menace de l'Atlantique Nord, menace navale. On a parlé de la mer Noire, mais quelle est la menace dans le Nord Atlantique venant de la Russie? Nous avons constaté donc plus de sous-marins modernes russes dans les eaux de l'Atlantique Nord que depuis les années, toutes les décennies depuis les années 80. Donc, que pensez-vous de l'activité maritime dans l'Atlantique Nord des Russes? Est-ce que la situation économique reste limitante ou est-ce que c'est quelque chose qui est essentiel pour les Russes étant donné le Grand Nord? Vous avez aussi vu par l'annonce du Premier ministre que nous avons décidé de beaucoup augmenter notre financement et nos dépenses en matière de défense. Est-ce que cela doit être lié à l'aspect économique ou est-ce que c'est quelque chose qu'il faut poursuivre? Merci beaucoup. Nous allons donc demander d'abord au rapporteur de prendre la parole et puis le docteur Connolly. J'aimerais également entendre ce que le docteur Connolly peut dire par rapport à l'aspect naval de la Russie. D'abord, je remercie Bob et Alec pour leurs questions. J'aurais préféré que Bob soit en face de moi. La dernière fois, c'était pour boire un verre pendant un repas sympathique, donc c'était beaucoup plus agréable que par caméra interposée. Donc, je le salue de loin. Cette question est évidemment extrêmement intéressante. Sur la rapidité de décision de l'OTAN, il y a un vrai questionnement, bien entendu, vis-à-vis d'un pays qui, de par son unité et sa doctrine stable, peut intervenir beaucoup plus rapidement. Mais je pense que le docteur Connolly pourra peut-être apporter quelques éléments complémentaires sur ce sujet qui, moi aussi, m'intéresse beaucoup. Et puis, je crois que les autres questions d'Alec étaient plutôt plus directement adressées au docteur Connolly. Donc, je lui propose de lui céder la parole. Richard, votre micro est coupé. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, toutes mes excuses. J'ai oublié, enfin, je ne me rendais pas compte de l'avoir coupé. Donc, tout d'abord, par rapport à la vision russe de l'OTAN, c'est un sujet qui est beaucoup abordé dans les documents stratégiques, notamment russes, par la bureaucratie russe, dans lesquels ils décrivent leur vision du monde, que ce soit d'un point de vue économique, politique étrangère. Et je pense que c'est expliqué de manière assez prévisible et claire. Donc, quand on parle de leur point de vue concernant l'OTAN, ils ont clairement identifié que plus il y a de membres, plus il y a de difficultés économiques, moins il y a de cohésion au sein de l'Alliance. Donc, effectivement, en cas de conflit, la Russie a l'avantage de ne pas devoir se mettre d'accord avec une vingtaine d'autres membres pour agir. C'était le cas
pendant la guerre froide. Ils avaient quelques alliés avec le pacte de Varsovie, mais ils ont désormais plus de possibilités de vitesse dans la prise de décision. Et c'est un avantage, effectivement. C'est pour cela qu'agir tout juste en deçà du seuil de conflit officiel peut être très utile pour eux, puisqu'il peut semer le désaccord et créer des différends entre alliés, et donc affaiblir l'alliance. Quand on parle de puissance et de stabilité, ils prennent d'abord en compte tout aspect économique. Donc, en cas de conflit, s'ils estiment que le conflit peut être assez long, la Russie va en pâtir puisque son économie, même si elle a fait des progrès, reste bien plus faible que la puissance économique globale de l'OTAN et aussi bien plus petite que l'économie américaine. Donc il y a ce point de vue. Il y a aussi l'aspect militaire. Il s'inquiète en particulier de menaces aériennes et navales. Depuis l'ère soviétique, la Russie s'est toujours préoccupée des groupes de porte-avions américains. Et donc, cela a été pris en compte dans la conception de l'instrument de dissuasion nucléaire de la Russie. Ils sont aussi très préoccupés par les missiles, traditionnellement, par la possibilité d'une frappe rapide. Et ils sont également préoccupés par des zones et des domaines où les pays de l'OTAN, et notamment les États-Unis, ont un avantage technologique, d'où leur préoccupation notamment pour des sujets liés à l'investissement en matière de défense. Et donc, ils estiment en règle générale qu'ils ont un petit nombre d'avantages, une prise de décision plus rapide et quelques avantages sur le terrain. Ils ont plus d'artillerie lourde et plus de chars d'assaut. Donc, s'ils peuvent avoir s'ils peuvent en découdre sur le terrain, sur terre, ils estiment avoir des avantages. Mais ils se concentrent sur beaucoup de domaines qui prennent en compte leur perception de ces faiblesses. Par exemple, dans l'aérospatial, c'est un domaine dans lequel la Russie est très performante parce qu'ils ont un énorme réseau de systèmes de radars liés à des systèmes de, antimissiles et à des différents types d'armements qui agissent en réseau et qui peuvent non seulement s'entraider, mais aussi appuyer des forces terrestres et des forces maritimes. Et tout cela a été mis sur pied précisément dû à cette vision de l'avantage en matière de puissance aérienne de l'OTAN. Il y avait une autre question spécifiquement consacrée à l'aspect naval. Donc, il serait tout à fait utile peut-être d'en parler plus longuement hors micro à un autre moment. Alors, la, la marine russe est la troisième marine du monde après la chinoise. Pardon, les chantiers navals russes sont troisième après la Chine et les États-Unis. Ce n'est pas parce qu'ils n'y consacrent pas plus d'argent, mais parce que ces chantiers n'ont pas plus de capacité. Par exemple, ils avaient du mal à créer des moteurs, des engins de propulsion, et ils avaient du mal à créer certaines composantes nécessaires pour les sous-marins, pour d'autres bâtiments qui ont souffert de développement plus lent, et c'est pour cela qu'ils n'ont pas pu sortir ces bâtiments plus rapidement. Or, ces 5 à 6 prochaines années, s'ils réussissent à améliorer la modernisation de ces processus, ils pourront rapidement moderniser la flotte russe. Cependant, il faut que cela se répartisse entre 4 flottes de la Baltique, de la mer Caspienne, de Arctique et du Pacifique. Et donc, cela sera un peu ralenti. Pour l'Atlantique Nord, la flotte du Nord a souffert d'une modernisation un peu plus lente. Mais en même temps, c'était celle qui était dans le meilleur état technologique après la fin de l'Union soviétique. Mais bon, cela reste du matériel vétuste. Donc, l'amiral Gorchkov a consacré des efforts à la modernisation, mais il n'y a que 2 bâtiments de sous-marins qui sont en cours de construction. Et il y a beaucoup d'importance politique fixée à la zone nord, et notamment le nord Atlantique et l'Arctique. Pour ce qui est de l'objectif de cette flotte du Nord, et encore une fois c'est lié à leur stratégie, ce n'est pas autant pour
organiser, comme dans les romans de Tom Clancy, une mission d'interdiction dans le nord Atlantique en cas de guerre terrestre, mais vraiment c'est pour protéger les routes maritimes, notamment du nord de la Russie, qui sont des routes stratégiques aux yeux des Russes. Donc, des brise-glaces, de nouvelles frégates et d'autres bâtiments doivent être déployés là-bas, tout en assurant une fonction de base, de protection de l'outil de dissuasion nucléaire de la Russie. Vous avez aussi évoqué la menace économique par rapport à ce réarmement. Alors, ce n'est pas une question d'argent, je l'ai dit, je le redis. Ils ont suffisamment d'argent en matière de parité de pouvoir d'achat pour les investissements navals. Ils ont un budget suffisant. Le problème étant que les chantiers navals n'ont pas la capacité de production comme pendant la guerre froide et doivent aussi mettre en œuvre de nouvelles conceptions, de nouveaux types de bâtiments, ce qui veut dire que ces chantiers navaux sont beaucoup plus lents dans la production de nouveaux bâtiments. Et donc, ce sont plutôt des limites capacitaires qui ralentissent la possibilité pour la Russie de moderniser sa flotte. Cependant, ils ont investi de plus en plus. Vous avez évoqué les Yasin. Il y en avait 7 au départ, il y en a 9 maintenant à différents stades de production et ils estiment qu'ils peuvent désormais construire ce type de bâtiment en série, ou quasiment. Ce n'est pas quelque chose qui est tout à fait sûr, mais on dirait que les chantiers ont réussi à améliorer le processus pour sortir ces bâtiments plus rapidement. Merci, Dr. Connolly. Nous profitons de vos connaissances très poussées, mais je vais malheureusement devoir aussi donner la parole aux autres collègues qui vont vous poser des questions. Nous vous sommes reconnaissants pour toute votre expertise et compétences. Il y a encore 4 questions. Nous allons les prendre en groupe de 2 et ensuite boucler cette partie de la réunion. Et donc, nous allons fermer la liste après ces 4 demandes. Donc, la liste est fermée. Les 2 prochains intervenants sont Utku Kakerozu de la Turquie, suivi d'Andrew Wallace de l'Australie. Petit délai, on peut peut-être donner la parole à Andrew Wallace pour l'instant et demander aux collègues turcs de redemander la parole par la suite. Bonjour messieurs, merci d'avoir présenté ce rapport, Monsieur Perrin. J'ai une question au docteur Connolly. J'ai vu sur vos diapositives que vous avez une carte montrant l'infiltration russe et ses capacités d'influence sur une grande partie du monde qui a été en quelque sorte très inquiétante. Mais regardons cette carte. On dirait qu'ils ont une approche très similaire à celle de la Chine, puisqu'ils cherchent à jouer aussi un rôle à travers la diplomatie d'influence. Et je me demandais donc dans quelle mesure c'est une stratégie pour les Russes, comme c'est le cas pour la Chine. Puis est-ce que j'inviterai l'Assemblée parlementaire de l'OTAN quand elle décide d'étudier la modernisation de l'armée et de la capacité militaire russe, aussi peut-être d'étudier la modernisation militaire de la Chine. Je ne pense pas qu'il faudrait prendre en compte uniquement l'un de ces acteurs, mais plutôt les deux. Nous allons maintenant pouvoir entendre notre collègue turc qui, je l'espère, a pu régler son problème de connexion. Alors,
Visiblement, nous avons un problème de liaison avec la Turquie. Donc, en attendant, est-ce que vous souhaitez d'abord répondre à la question qui vous a été posée? Et j'aimerais aussi vous dire que nous avons une proposition pour travailler sur la modernisation militaire de la Chine et de sa posture pour le rapport de l'année prochaine. À vous, Monsieur Cornelet. Très bien. Donc, je vais répondre le plus brièvement possible à la question qui a été posée, comme ça m'a été demandé. Alors, est-ce que la Russie utilise cette diplomatie de la dette? Oui, mais sur une échelle moindre que la Chine, car la Chine dispose de ressources budgétaires beaucoup plus importantes et la Russie ne dispose pas des mêmes moyens. Mais pour donner un exemple de la façon dont la Russie s'y prend, la Russie va exporter environ un quart des centrales nucléaires existantes dans le monde et vont fournir le financement notamment à des pays tels que le Bangladesh pour construire ces centrales nucléaires. Donc, ils donnent en fait aux acheteurs l'argent pour acheter le produit russe et le remboursement a lieu sur une très longue durée. Donc, c'est une façon dont la Russie utilise cette diplomatie de la dette pour étendre son influence. Ethan, nos deux derniers intervenants. Alors, du Portugal, Lara Martinho. Et ensuite, Gladys de Lettonie. Bonjour à tous. J'aimerais vous remercier, Cédric, pour votre rapport très intéressant et aussi pour la présentation très intéressante qui a été faite par Richard Connolly. J'ai une question pour Monsieur Connolly. Avez-vous des réflexions, des indications sur la façon dont la pandémie va avoir un impact sur les investissements de défense en Russie? Alors, le prochain intervenant qui demande la parole est Monsieur Eglitis. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Une question pour Monsieur Perrin. La Russie a été mobilisée récemment dans des aventures militaires coûteuses à l'étranger dans l'est de l'Ukraine, en Syrie, en Libye, au Soudan plus récemment. Et ce, en dépit des conditions économiques difficiles que le pays traverse, qui ont été mentionnées dans l'exposé précédent. Donc, l'économie russe a été très affaiblie, notamment en raison de la chute des revenus pétroliers. Donc, la question est, tout cet aventurisme russe à l'étranger, coûteux, prive le pays de ressources militaires. Et est-ce que cela signifie que les pays proches de la Russie doivent se sentir un peu plus en sécurité de façon paradoxale? Et peut-être que l'OTAN aussi devrait se sentir davantage en sécurité car la Russie risque de, par ses aventures étrangères, risque de en fait d'étirer trop ses moyens et ses budgets militaires. Donc en fait la question, est-ce que les pays proches de la Russie devraient par conséquent se sentir rassurés, pour ainsi dire? Merci, si nous pouvons commencer par le rapporteur. Cédric, vous avez la parole. Might comment on the two questioners and presenters, and then we'll go. Est-ce que vous voulez intervenir sur les questions qui ont été posées, Cédric? Pour la question qui a été posée par Eglitis, évidemment, on a largement évoqué dans le rapport le sujet de l'investissement russe en matière de défense. Et moi, je me suis beaucoup interrogé sur la manière dont ils pouvaient, j'allais dire, autant faire progresser leur arsenal militaire, eu égard à un budget qui avoisinait en gros celui de la France ou de la Grande-Bretagne en termes de dépenses militaires. Et donc, il y a forcément, on évalue ça à peu près enfin, je parle sous contrôle de Dr Connolly, mais on évalue ça à environ 60 millions 60 milliards, pardon, de dollars.
alors que grosso modo, l'investissement annuel, on l'estime plutôt aux alentours de 200. Ce qui veut dire qu'il y a forcément beaucoup d'argent qui est pris sur les autres budgets, santé, comment j'allais dire, jeunesse ou autres. Et donc, ça crée quelques difficultés de plus en plus importantes en politique, en termes de politique intérieure. Mais aujourd'hui, la Russie qui effectivement intervient beaucoup, vous avez cité de nombreux exemples, Eglitis, qui intervient beaucoup à l'extérieur, le fait aussi énormément grâce à des milices, comment dire, oui, des milices privées, type Wagner, pour aller au bout. Donc, après, quant à dire que les pays voisins peuvent être tranquilles, je ne serai pas le mieux placé pour évoquer ces sujets-là. J'ai mon point de vue très personnel, qui est un point de vue très français. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que il y a un appui important sur des milices privées qui va sans doute aller, qui va être de plus en plus important. Merci. Alors, pour répondre à la question sur l'impact de la pandémie sur les dépenses de défense russes, deux remarques. Alors, première remarque sur l'impact économique global. Selon le FMI, il y aurait d'avoir une récession de 4 à 4,5% cette année, alors que la moyenne est de 8 à 10% en Europe et en Amérique du Nord. Alors, pour vous donner une idée de la façon dont l'économie russe a pu gérer la situation en dépit de la chute des prix des hydrocarbures, globalement, l'économie s'en sort pas trop mal. Alors, je ne peux pas rentrer dans les détails car je dois être bref, mais la résilience de l'économie russe a été plus forte que prévu et la Russie s'est sans doute mieux portée que beaucoup de pays de l'OTAN. Alors, quant à les dépenses de défense, et généralement le dernier budget à être coupé dans le cas de difficultés budgétaires. Et le budget sur lequel la Russie travaille actuellement souligne qu'en 2020, les dépenses de défense russes vont augmenter en termes de pourcentage de PIB vont augmenter, alors que chez la plupart des pays, c'est une baisse. Et pour la période 2022, le pourcentage de PIB consacré à la défense sera plus fort qu'en 2019. Et certes, il y a eu des coupes très limitées dans le domaine de l'acquisition, mais en termes réels, je ne pense pas que les Russes vont baisser leur budget. Euh, quel que soit l'impact de la pandémie. Et cela est un élément important à prendre en compte lorsqu'on se projette dans l'avenir et sur envisager le rapport de force au cours des 5 prochaines années, car la Russie ne va pas autant réduire ses budgets de dépenses que d'autres pays pendant cette période. Merci. Ethan Goodko souhaitait intervenir. Alors, nous avons essayé. Je pense qu'il utilisait peut-être le mauvais moteur de recherche. Utko, à vous. Est-ce que vous m'entendez? Merci pour votre patience, Cédric. Félicitations pour votre rapport. C'est un rapport extrêmement éclairant pour nous tous. Et Monsieur Cranley, merci pour votre exposé. Quand je lis dans le rapport de Cédric que la Syrie et l'Ukraine ont été des territoires pour tester les capacités militaires russes, j'aimerais attirer votre attention sur la situation au Haut-Karabakh actuellement, car à la suite de l'agression de l'Arménie contre l'Azerbaïdjan en juillet et ensuite en octobre, l'approche pathétique prise par les coprésidents du groupe de Minsk se sont trompés, même si l'OTAN n'est pas un primo dans cette région. L'OTAN a suivi la même approche. Vous savez que l'Arménie et l'Azerbaïdjan sont des partenaires de l'OTAN. L'Alliance aurait dû nommer la situation
telle qu'elle existait sur le terrain, mais l'Alliance, dans sa prise de position publique, n'a même pas fait référence aux résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, nous aurions pu prendre une approche, nous avons pris une approche beaucoup plus volontariste après l'annexion illégale de la Crimée par la Fédération de Russie. L'Alliance aurait dû réagir de la même manière après l'agression illégale de l'Arménie. Donc, ma question pour les intervenants, est-ce que vous pensez que la prise de position anodine de l'OTAN concernant le Haut-Karabakh était un problème? Et est-ce que vous pensez que la Russie a maintenant laissé un espace à la Russie qui a pu maintenant déployer des forces de maintien de la paix dans la région et quelles pourront être les répercussions de la présence russe concernant la planification militaire de l'OTAN vis-à-vis de cette région? Nous allons commencer par notre rapporteur, M. Perrin, et ensuite M. Cornel. Écoutez, je m'autonne de pas répondre à cette question. Merci. Dr. Connolly, do you have a comment? Monsieur Connolly, avez un commentaire? Une réponse rapide, basée non pas sur mon point de vue, mais d'après ce que je peux lire sur les médias russes. Et quand on regarde ce que disent les personnalités concernant spécialistes de la politique étrangère russe, ils estiment que l'accord qui a été conclu vis-à-vis du Haut-Karabakh et s'aligne globalement avec les intérêts russes, le fait que la Russie ait pu déployer des forces de maintien de la paix sur place en est une illustration, et le fait que la Russie ait pu intervenir alors que d'autres pays étrangers ont été incapables d'influer sur la situation sur le terrain, depuis Moscou, cela a été une évolution positive. Alors, de mon côté, j'estime que les troupes russes ne sont jamais des troupes de maintien de la paix, dit M. Turner. Monsieur Cornolé, vous êtes un grand expert, un formidable communicant. Merci pour l'éclairage que vous avez pu nous fournir aujourd'hui. Merci pour cette session. Merci aussi au rapporteur pour son travail qui nous ont aidés à poursuivre notre réflexion. Cédric, vous restez avec nous car vous avez encore du travail à faire. Car nous allons maintenant voter sur l'adoption du rapport. Ethan va décompter les voix et ensuite nous allons examiner la résolution. Donc, merci à l'équipe de la paix OTAN de lancer la procédure de vote. Vous avez 1 minute pour vous prononcer sur le rapport. Okay, could the NATO PA staff please close? Merci donc de clôturer le vote. Et est-ce que vous pouvez publier les résultats du vote, s'il vous plaît? Merci, Monsieur le Président. Nous avons le résultat. 29 pour, 0 contre et 0 abstention. Alors, pour notre rapporteur, alors, vous seriez applaudi collectivement si nous étions ensemble, mais félicitations en tout cas. Et nous allons maintenant examiner les résolutions sur le projet de résolution sur conserver la dynamique des investissements de défense chez les alliés après la pandémie. Cédric, est-ce que vous voulez faire quelques commentaires avant de lancer le vote?
Merci Mike, merci pour votre confiance, mes chers collègues. Donc j'apprécie l'occasion qui m'est donnée de vous présenter la résolution 2020 de la Commission. Je ne doute pas que son thème ne vous a guère surpris lorsque vous en avez pris connaissance. Pour la première fois, nous le savons tous, cette pandémie a causé des dommages importants à l'ensemble de nos sociétés, bouleversant presque toutes les normes qui constituaient notre vie quotidienne. On en est une belle preuve aujourd'hui en communiquant malheureusement derrière nos écrans interposés. La perte tragique en termes de vies humaines due à une crise sanitaire mondiale sont sans précédent depuis plus d'un siècle. Beaucoup d'autres personnes mourront malheureusement avant que nous puissions sortir de cette crise et bien plus encore seront très malades à cause du virus. Il nous faudra aussi probablement des années pour sortir du trou dans lequel elle a plongé un bon nombre de nos économies. L'Alliance a joué un rôle déterminant tout au long de la crise. La solidarité alliée dans la réponse à la crise a permis d'en atténuer l'impact et de sauver d'innombrables vies. Cette résolution rend ainsi hommage à l'efficacité de la réponse alliée à la crise et à la coopération entre alliés qui a permis de répondre aux besoins les plus urgents des uns et des autres par le biais de dons, de fournitures de personnel médical, de transport de charges lourdes, d'aide au rapatriement et bien d'autres choses encore. Donc à ce jour, des centaines de missions critiques ont été exécutées par plus d'un demi-million d'hommes et de femmes de nos forces armées alliées. La résolution souligne également que tout au long de la pandémie, et contrairement aux préoccupations initiales, les forces alliées ont également fait preuve d'une ferme volonté de mener à bien toutes les opérations et missions, assurant la capacité de maintenir une posture de défense et de dissuasion crédible et forte. Si l'on ajoute à cela les mesures que les alliés ont prises ensemble depuis 2014 pour adapter et renforcer la défense collective, l'OTAN est aujourd'hui encore plus prête à faire face à toute nouvelle menace qu'il y a maintenant seulement 5 ans. Toutefois, la résolution rappelle que la crise de la Covid-19 pourrait exercer une pression excessive sur les budgets de défense des alliés en raison de son impact économique. Elle souligne la nécessité pour tous les alliés de maintenir leur attention sur les progrès significatifs et louables qui ont été réalisés par tous les alliés pour mieux partager le fardeau des devoirs et des responsabilités de l'OTAN. Les alliés européens de l'OTAN et le Canada ont augmenté leurs dépenses de défense pendant les 6 années consécutives, investissant dans des projets capacitaires de défense dont l'Alliance a grand besoin. Cette dynamique ne doit pas se perdre. Elle est essentielle pour l'avenir de l'Alliance, avenir dans lequel les investissements importants et continus des alliés dans leurs propres institutions de défense auront un impact qui permettra non seulement d'augmenter la résilience de chaque État membre, mais également de renforcer notre posture commune en matière de défense et de sécurité. À ce titre, la résolution rappelle le rôle essentiel joué par toutes les forces armées alliées dans la pandémie et recommande de les protéger contre les pressions croissantes visant à réduire les coûts partout et où c'est possible. Les nouveaux investissements de défense et de ces dernières années ne peuvent donc pas être différés, ils sont évidemment essentiels. Cette résolution appelle donc tous les alliés à s'engager de nouveau, à respecter l'engagement d'investissement dans la défense pris lors du sommet du Pays de Galles. Les membres de l'Alliance sont appelés à reconnaître que ces investissements permettent non seulement de se prémunir contre l'ensemble des menaces complexes auxquelles nous sommes confrontés au XXe siècle, mais qu'ils contribuent également à lutter contre la prochaine pandémie. La résolution préconise également de trouver de nouveaux moyens de renforcer la coopération industrielle euro-atlantique en matière de défense et demande instamment à tous les alliés de mieux protéger leurs infrastructures essentielles contre les investissements prédateurs d'acteurs extérieurs, en particulier si ces acteurs sont des concurrents stratégiques. Chers collègues, je suis certain que vous adhérerez tous au message crucial porté par cette résolution. J'attends votre soutien entier pour l'adopter et contribuer ainsi collectivement à créer un rempart contre les décisions politiques qui pourraient être prises pour tenter de réduire les déficits publics à court terme, mais qui nous feraient payer un lourd tribut en affaiblissant notre défense collective, faute de poursuivre les efforts vitaux engagés et indispensables. Je vous remercie. The issue of amendments, if we could have our committee secretary join us, Mel will be helping. Alors maintenant, nous allons procéder à l'examen des amendements. Notre
secrétaire de commission, Meltem Sener, va nous aider. Et donc, nous allons essayer de voter sur la résolution dans son ensemble plutôt que par bloc. Meltem nous a rejoint. Nous allons commencer par l'amendement numéro 1 qui vient de la délégation ukrainienne. On va demander à ceux qui ont soumis les amendements de s'exprimer. On demandera ensuite à Cédric ce qu'il en pense. On verra s'il y a besoin d'autres demandes de parole. Si la question peut être résolue entre Cédric et la délégation qui a fait la proposition. Donc, le premier amendement, j'ai reçu un message de la délégation ukrainienne qui dit qu'elle souhaite retirer cet amendement. Excellent. Alors, au moins, nous avions reçu quelque chose de la délégation. Mais je crois que le rapporteur souhaite faire un commentaire sur ce paragraphe. Je vais lui donner la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, nous avons constaté avec le secrétariat de la Commission que la rédaction de l'alinéa 7 ne correspond pas à la rédaction que j'avais validée. Je vous propose donc une modification rédactionnelle car la version française n'est pas satisfaisante en l'état. L'idée de l'alinéa reste exactement le même, de rappeler que la Russie, par ses provocations répétées, fait étalage de ses forces, dont nous avons parlé largement dans le rapport général que nous avons adopté hier pour tester l'état de préparation des forces de l'Alliance. Je crois que Ethan avait un PowerPoint, c'est ça? Moi, je ne le vois pas, mais sans doute que les collègues peuvent le voir. Oui, normalement, j'ai un diapo, mais le problème, c'est que maintenant, je ne suis plus autorisé à le montrer pour une raison. Bon, Donc, je vais essayer non, de mais c'est pas grave. montrer. Je rappelle donc que la Ah ouais, là, Russie... je l'ai maintenant, s'il vous plaît. Ok, parfait. Pardon. Voilà, donc les modifications sont en anglais et en français. C'est celle que je viens donc de lire. Je ne vais pas les répéter. Vous voyez bien? Parfait, pour moi en tout cas. Si vous voulez, je peux lire l'anglais. Ok. The language change is denouncing Russia's continued provocations, which not only display its new military capabilities, but also seek to probe NATO's forces' readiness on land, in the air, at sea, and in space. And this is now more aligned with the rapporteur's original intentions in French. Merci, Ethan. Ok. Pour moi, c'est bon sur cette Hopefully that will ligne. satisfactorily respond. Cedric, you can. Cédric, donc, vous avez terminé sur l'amendement 1? Nous allons passer au l'amendement numéro 2 de la délégation belge. Est-ce que la délégation a demandé la parole? Monsieur Baclen. Donc, en fait, la délégation belge a déposé 3 amendements. Le premier concerne le petit point B, où on propose d'en revenir à la formulation en fait de l'accord du Pays de Galles en 2014, qui est de considérer qu'il faut augmenter les dépenses de défense pour tendre à consacrer 2% de leur PIB respectif à la défense, puisque à l'heure d'aujourd'hui, seulement 10 pays de l'Alliance dépassent la norme des 2% du PIB. Et donc la proposition est de faire en sorte qu'on incite les pays membres à augmenter jusqu'à tendre et consacrer 2% de leur PIB aux dépenses de défense. Cedric, you wish to respond? Oh, Yeah. okay. Yeah. Donc, moi, je donne un avis favorable sous réserve d'une modification rédactionnelle et d'un ajout. Il faut supprimer la préposition de avant le verbe consacrer et de vous
proposé d'ajouter après le verbe consacré les mots au moins, donc ce qui fait que nous aboutirions ainsi à la rédaction suivante. Je la lis en français. À réitérer en conséquence leur engagement d'augmenter leur budget de défense pour tendre à consacrer au moins 2% de leur PIB respectif à la défense. Je vous rappelle que la pandémie, Oui. comme ça, il a un impact négatif sur la croissance de nos PIB, ce qui va réduire mécaniquement la valeur absolue de ce que représente 2% de nos PIB. Reprendre la rédaction adoptée au sommet du Pays de Galles, au moins 2%, nous encourage à ne pas accepter cette réduction de l'effort de défense. Nous devons donc contribuer chacun dans nos parlements nationaux à maintenir un niveau d'investissement substantiel en faveur de la défense au-delà de 2% du PIB lorsque notre situation économique et l'adhésion sociale nous le permettent, bien évidemment. Si ça vous convient. Très bien, très bien. Ça Ok. convient tout à fait. C'est bon, peut-être j'ai terminé. Alors, je peux peut-être passer aux 2 amendements supplémentaires. Donc, c'est un amendement qui consiste à introduire après le... At this point, I mean, Ethan, should we vote on this amendment for the technical correction? Mel, if you... Mel, pour le vote, le scrutin, est-ce qu'on ne passe pas au vote sur l'amendement? Oui, nous allons voter sur l'amendement numéro 2. Donc, veuillez cliquer sur l'onglet Poll et choisissez si vous voulez accepter, rejeter ou vous abstenir. Vous avez 1 minute. Je lance le chronomètre. Alors, est-ce qu'on peut fermer pour voir les résultats? Alors, nous avons 23 voix en faveur, 2 contre et 1 abstention. Donc, l'amendement a été adopté. Daniel, Monsieur Baclen, votre amendement numéro 3. Commission, je suis le membre suppléant. Il m'a demandé de présenter ces amendements puisqu'il est empêché pour raison familiale, pour un deuil dans sa famille. Et il ne peut donc pas nous rejoindre dans cette visioconférence. Son amendement consiste à introduire un point supplémentaire entre le B et le C, qui est de consacrer une part significative des investissements aux ressources humaines des forces armées alliées dans l'optique d'améliorer leurs conditions salariales et de travail, prenant ainsi en considération l'importance considérable qu'ont pris les missions d'aide à la nation durant la première vague de la pandémie du Covid-19, ainsi que le courage et la dévotion dont ont fait preuve les militaires des différents États membres. En fait, il s'agit d'un amendement qui vise à reconnaître simplement la plus-value apportée par les forces armées durant l'entièreté de cette pandémie, que ce soit la première ou la deuxième vague. Moi, je suis plutôt défavorable. Je vais vous expliquer pourquoi. Nous partageons évidemment tous, j'en suis certain, le souci de notre collègue Théo pour qui nous avons une pensée. Nos soldats méritent notre respect, notre considération pour leur dévouement, leur engagement, les sacrifices qu'ils consentent quotidiennement. Et ce n'est évidemment pas un Français qui n'est malheureusement que trop allé rendre hommage aux morts au combat, aux invalides, qui vous dira le contraire. Cela fera 1 an le 25 novembre prochain que 13 militaires français ont trouvé la mort en opération au Mali, et parmi eux le fils de notre ancien collègue Jean-Marie Bockel, pour lequel vous me permettrez aujourd'hui d'avoir une pensée particulière et solidaire, ainsi que pour les familles de nos soldats morts au combat. C'est pour garantir à nos forces
les meilleurs équipements possibles que je ne peux pas être favorable à votre amendement. Vous connaissez tous les subtilités des mécaniques budgétaires. Les crédits dédiés aux ressources humaines sont distincts des crédits d'investissement. Et si on fait entrer, comme vous le proposez, les dépenses de personnel dans le champ des 2% au moins du PIB, que nous nous sommes engagés à consacrer aux investissements de la défense et à l'innovation, c'est en fait réduire d'autant les investissements, soit l'inverse de l'objet de la résolution, puisque c'est ce qu'on a demandé, et que cela ne nous empêche évidemment pas de soutenir au plan national des mesures fortes en faveur de nos militaires, mais sans grever les efforts de rattrapage capacitaire et d'innovation que nous devons mener en parallèle pour assurer la sécurité et la supériorité de nos forces au combat. Voilà, si ça vous convient, ça me paraît contradictoire avec ce que nous essayons de défendre dans la résolution, même si évidemment on a tous conscience de l'importance qu'il y a à apporter à nos soldats des conditions les meilleures possibles. Oui, je partage votre remarque et votre réponse. Simplement, j'étais l'interprète de mon collègue, Monsieur Bayet, et donc voilà, pour moi, je pense qu'il a souhaité qu'il y ait un vote sur son amendement. Pas de problème. Merci. Before we proceed to vote on this amendment, Daniel, I also. Si vous voulez qu'on continue et procéder au vote, il faut d'abord demander s'il y a d'autres demandes de parole. On a une demande de parole. Est-ce que c'est sur cet amendement, Ison? J'ai essayé de voir. On peut peut-être demander. À la Grèce, si elle a demandé la parole, Monsieur Davakis. Alors, la Grèce n'est pas le seul pays à avoir consacré 2% de son PIB. Nous avons, pendant la pandémie, donc 2,3 milliards est prévu pour 2021. Donc ces investissements pour les forces armées est énorme et c'est une réponse directe aux défis sécuritaires auxquels la Grèce et plusieurs de ses pays partenaires connaissent dans la région de la Méditerranée orientale. En particulier, un des défis principaux est la nécessité d'assurer la sécurité des champs gaziers nouvellement découverts. Donc, il faut garantir la sécurité de cette zone contre des attaques terroristes. Il s'agit aussi de répondre au retard dans la mobilisation des institutions européennes, donc, et notamment pour garantir la sécurité aux frontières dans la zone de la Méditerranée orientale. Dans ce contexte, la délégation grecque donc soutient la résolution. Dans d'autres termes, je suis tout à fait d'accord que les défis nationaux sont à relever. Donc, il va falloir qu'au niveau régional, nous soutenons pour répondre à ces menaces. Donc, je soutiens pleinement la résolution et ses conclusions. Je vous remercie. Merci pour votre commentaire. Je ne vois pas d'autres demandes de parole à ce stade. Nous allons donc procéder au vote. Donc, Cédric et moi-même avons indiqué que nous étions contre cet amendement. Donc, Mel va vous expliquer comment voter. Donc, cliquez sur l'onglet Paul. Vous allez voir les 3 possibilités pour l'amendement numéro 3. 3.
Merci. On peut maintenant demander au secrétariat de la paix de clore le scrutin sur cet amendement numéro 3. Mel, les résultats? Donc, 5 votes en faveur de l'amendement, 23 contre, une abstention, dont l'amendement a été rejeté. Donc, amendement numéro 4, Daniel. Par une délégation belge, mais en particulier par Hugues Baillet, qui consiste à rajouter un point entre le point F et le point G, qui consiste à accroître les investissements dans les composantes médicales des armées et des États membres dans le but de conserver et améliorer l'expertise médicale au sein des forces armées alliées, ainsi que de prémunir ce type d'expertise de toute externalisation. Merci. J'ai pas de commentaires. Merci Daniel, je vais faire quelques commentaires si vous permettez. Moi j'y suis favorable sous réserve de la suppression de la fin de la phrase à partir du mot ainsi. Je vous m'explique parce que je propose de supprimer le mot ainsi que de la protéger contre toute externalisation. L'objectif de l'amendement de notre ami et collègue Théo, c'est de développer les investissements dans le domaine médical des armées et on ne peut qu'y souscrire évidemment. En revanche, moi je n'approuve pas l'interdiction de l'externalisation. Il appartient à chaque État de déterminer comment il organise son effort de développement et de l'expertise médicale. La régie ne doit pas être privilégiée par principe, mais uniquement lorsqu'elle prouve sa supériorité à l'externalisation. Et si l'externalisation est source de gains de productivité et donne des marges d'investissement dans le domaine de la défense, nous ne devons pas nous en priver. Donc, si vous en êtes d'accord, moi je suis favorable à l'amendement à la condition qu'on supprime le mot ainsi. Eh bien, à partir du mot ainsi. Je vous rejoins tout à fait. Ok. Parfait. Parfait. Moi j'en ai terminé, Président. Okay, does anyone else care to comment on amendment? Quelqu'un d'autre souhaite-t-il s'exprimer? Donc, on va procéder au vote. Donc, veuillez cliquer. Nous allons commencer le scrutin sur l'amendement numéro 4. Le secrétariat de la paix, vous pouvez clore le scrutin. Nous devrions voir les résultats s'afficher à tout moment. Voilà, les résultats sur l'amendement numéro 4. 25 en faveur, 3 contre et une abstention. Donc, l'amendement numéro 4 est adopté. 2 abstentions. Daniel, merci. Mel, merci de votre aide. Et Cédric, merci pour votre travail sur les amendements et sur le débat avec les membres qui ont soumis des amendements. Alors maintenant, nous allons procéder à l'adoption de la résolution telle qu'amendée. Now work to adopt the resolution as amended. Yves, nous allons désormais essayer d'adopter la résolution avec les amendements. Très bien. Est-ce que je peux demander au personnel de l'Assemblée parlementaire de lancer le vote?
Le vote est fermé et je demanderai que l'on affiche les résultats. Et donc, 29 votes pour et pas d'abstention, une abstention. Très bien, la résolution est adoptée. Félicitations, Cédric. Et nous allons donc, vous avez bien pris en compte toutes les questions. Et d'ailleurs, félicitations pour les excellents échanges. Monsieur Turner, si vous voulez bien, nous voudrions également accueillir une fois de plus Daniel Paclen, qui vient de rejoindre de nouveau la délégation belge. Et merci pour ses contributions. Très bien, merci. Passons au point suivant à l'ordre du jour, n'est-ce pas, Ethan? Nous pouvons passer aux élections. Il y a donc 2 postes à pourvoir pour vice-président de la commission, 2 vacances pour la sous-commission, pour le vice-président, et aussi la réélection de l'ensemble pour l'ensemble des postes. À moins que quelqu'un ne souhaite prendre la parole, je vais lire la liste des noms, et puisqu'il n'y a pas d'objection à ma connaissance, nous allons passer à un vote par acclamation. Oui, donc nous avons 2 postes vacants pour la vice-présidence. Nico de Roumanie et Outko sont intéressés par ces postes. Nous n'avons pas reçu d'autres demandes. Donc, en principe, à moins que quelqu'un ne souhaite prendre la parole, nous allons accepter Nico et Outko, donc vice-président de la commission. Félicitations. Ensuite, passons aux 2 postes vacants pour la vice-présidence pour la sous-commission des CFC. Nous avons Pierre-Hugues Bavenu du Canada qui a présenté sa candidature et qui vient d'être libéré par Outko. Étant donné qu'il n'y a pas d'opposition, une fois de plus, nous allons accepter cette candidature par acclamation. Et Jean-Charles Larsonneur, qui a été rapporteur par intérim à travers l'année, a signalé que le poste l'intéressait, donc pour la sous-commission sur la coopération en matière de sécurité et de défense transatlantique. Et donc, sur ce, par acclamation, une fois de plus, comme il n'y a pas d'objection ni d'autres candidatures, nous allons accepter sa candidature. Félicitations. Étant donné que Nico est désormais vice-président de la commission, il y a désormais un poste vacant en tant que vice-président pour la sous-commission. Donc, Fernando de l'Espagne s'est porté volontaire. Et donc, encore une fois, par acclamation, puisqu'il n'y a pas d'autres candidats, nous allons lui souhaiter notre félicitation. Ensuite, pour la commission interparlementaire OTAN-Ukraine, le conseil interparlementaire plutôt OTAN-Ukraine, M. Fikrisik de la Turquie a présenté sa candidature. Il n'y a pas d'autres personnes, donc encore une fois, par acclamation, félicitations. Et maintenant, j'aimerais proposer que pour tous les autres postes de commission et de sous-commission qui sont ouverts pour réélection, puisqu'il n'y a pas de contestation ni d'autres personnes souhaitant se porter volontaire, je propose de renouveler les mandats par acclamation. Voilà, Ethan, je pense que cela nous a permis d'aborder toutes les élections. En effet. Alors, passons maintenant au point 13, les activités futures de la sous-commission sur la coopération en matière de sécurité et de défense transatlantique et la sous-commission sur les capacités de défense et de sécurité futures. Je vais désormais donner la parole au président des sous-commissions pour nous faire le point sur les activités des sous-commissions. Tout d'abord, Alec du Royaume-Uni, qui nous parlera de l'activité de sa sous-commission. Alec, merci de demander la parole. Il a demandé la parole. Nous allons tout de suite lui donner la parole. Merci Mike, merci, je suis ravi de pouvoir vous présenter
le programme pour notre sous-commission. Donc, notre sous-commission sur les capacités de défense et de sécurité futures compte faire rédiger un rapport sur la posture de défense et ses incidences sur l'OTAN. Ce point est très important étant donné l'impact renforcé sur les questions de sécurité euro-atlantique de la Chine. Pour aider cette question, nous allons nous rendre en Corée du Sud, un pays qui est directement impacté par la montée en puissance de la Chine, et nous allons examiner leurs perspectives par rapport à la Chine qui seront très utiles. La sous-commission propose également une visite en Géorgie qui a été prévue en 2020. La Géorgie reste un partenaire stratégique principal de l'OTAN dans le Caucase et nous proposons donc une visite pour signaler encore une fois notre appui fort à la Géorgie. Bien sûr, tout cela dépendra du déroulement de la pandémie et de la lutte contre la pandémie. Parfait, merci. Passons maintenant à Attila, qui est président de la commission des ECTC. Merci beaucoup, Mike. Je vais être extrêmement concis. Merci. Bien entendu, nous devons aussi garder en tête que la pandémie, la situation liée au virus pourrait perturber le programme, mais dans tous les cas, nous voudrions nous concentrer notamment pour la sous-commission sur la coopération en matière de sécurité et de défense transatlantique, sur les défis sécuritaires dans le Grand Nord. C'est une région en évolution rapide et qui touche directement à la sécurité de l'Alliance. Et c'est pour cela que nous voudrions nous rendre en Norvège et au Canada. Ce sont deux alliés qui s'intéressent clairement dans la sécurité du Grand Nord. Et donc, nous avons prévu d'aller en Norvège et au Canada. Et bien entendu, le programme dépendra de la pandémie. Merci beaucoup, Mike. Merci, Monsieur le Président. Passons maintenant aux questions diverses. Sous divers, y a-t-il des demandes de parole? Je ne pense pas. Je pense que tout le monde a l'ordre du jour et c'est à quoi s'attendre. Donc, puisque ce n'est pas le cas, il n'y a pas de questions diverses, nous allons clore la réunion. La prochaine réunion est prévue du 22 au 24 février 2001. Merci à tous et à toutes pour votre participation ainsi que votre grande patience dans cet environnement virtuel. Merci au secrétariat qui se sont si bien adaptés à ce travail, à cet environnement et nous ont permis de poursuivre l'activité de nos commissions et sous-commissions. Et demain, lors de la plénière, je tiens à remercier Ethan Corbin, Jaylee, Valérie, James, nos interprètes, le Dr Connolly et tout le monde. Je pense que nous avons pu avoir de bons échanges et que cela a très bien fonctionné et cela nous a permis de délibérer et d'effectuer nos travaux. Je me réjouis de participer à la plénière avec vous demain. Ethan, y a-t-il autre chose à soulever? Non, merci, Monsieur le Président. Seulement merci à vous pour votre présidence. Et bien sur ce, merci et la réunion est levée. À demain.